Vainqueur Télévision. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous allons parler de la dépréciation des francs congolais face au dollar américain et la gestion de la Covid-19 en République démocratique du Congo avec M. Noël Tchani Mwadjevita. Il est l'ancien candidat à la présidentielle de 2018 et président de la force du changement. Il est également économiste et banquier. C'est avec lui que nous allons devoir aborder tous ces sujets. Bonjour, Monsieur Noël. Bonjour, merci de me recevoir à Vainqueur Télévision. Merci beaucoup et nous allons commencer. En ces temps de crise sanitaire, que doit faire l'État congolais pour atténuer les effets sur l'économie? Vous savez, l'État doit se préparer non seulement à gérer le quotidien, à gérer le court terme, mais également planifier le moyen et long terme. Ça veut dire que la première des choses que nous devons faire en tant que pays, c'est doter notre pays d'une véritable vision du développement pour qu'on ne soit pas sujet à des événements malheureux comme ceux que nous connaissons aujourd'hui et qu'on commence à paniquer. Donc, je dirais que le point de départ, c'est doter la République démocratique du Congo d'une véritable vision du développement avec des objectifs immédiats, à court terme, à long terme, pour développer la RDC, pour que quand il y a des événements tels que la pandémie, qu'on soit à mesure de les gérer en confiance avec des moyens nécessaires dont on pourra disposer. Et partout au monde, on parle de l'aide de l'État aux entreprises. Comment ça se passe en termes clairs et comment ces processus de l'aide publique se passe-t-il? Oui, dans beaucoup de pays qui sont sujets à la pandémie, aux conséquences de la pandémie, avec la réduction du niveau d'activité économique, les gouvernements mettent en place des facilités pour venir en aide non seulement aux individus, mais également aux entreprises, pour leur permettre d'absorber le choc et de ne pas tomber en faillite, pour leur permettre donc de se redresser de façon à continuer à maintenir des emplois pour la population. C'est qu'on fait par exemple aux États-Unis d'Amérique. On a mis en place un système pour envoyer des chèques, c'est-à-dire de l'argent aux individus pour leur permettre de continuer à subsister, mais également à continuer à dépenser de l'argent. Quand chacun de nous dépense de l'argent pour acheter la nourriture, ça fait tourner l'économie. Donc ça, c'est le premier mécanisme d'intervention de l'État dans l'économie aux États-Unis. Donc à travers cet envoi d'argent, les chèques de l'ordre de $1 200 par personne. Donc quand vous êtes dans un couple de un homme, une femme, un enfant, on envoie $3 000, c'est-à-dire 1 200 pour l'homme, 1 200 pour la femme, mais également $600 pour l'enfant. Chez nous, ici, on n'a pas de moyens pour faire ça. Deuxième élément d'intervention, c'est que le gouvernement américain a mis en place des facilités à travers les banques commerciales existantes. Ce qu'on fait, c'est que ceux qui payaient, qui remboursaient les prêts hypothécaires pour l'achat de leur maison, s'ils n'ont pas donc de moyens pour le faire, on ne va pas confisquer les maisons pendant cette période, on va leur permettre de rééchelonner les paiements donc dans le temps pour qu'ils ne puissent pas tomber en faillite immédiatement par manque d'argent. Troisième élément, maintenant on met en place donc des facilités bancaires, de crédit, pour que les entreprises qui ont besoin d'avoir accès au financement puissent obtenir ces financements facilement à travers des lignes de crédit accordées soit par les banques commerciales, soit par les banques commerciales avec la garantie du gouvernement. Par cette combinaison donc de techniques, on fait tourner l'économie. J'ai compris que dans notre cas ici, le fonds, ça s'appelle comment, le FPI, le fonds pour la promotion de l'industrie a mis en place une facilité de $10 millions pour venir en aide aux entreprises. Je considère que c'est tellement petit que ça ne pourra avoir aucun impact sur l'économie, que je voudrais que notre gouvernement repense 2 fois les mécanismes d'assistance aux entreprises. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez, surtout pour les entreprises privées? Vous savez, dans le cadre du plan Marshall que j'ai proposé au peuple congolais, j'avais estimé que nous avons besoin de beaucoup de moyens. J'avais estimé $800 milliards sur 15 ans, avec la particularité que pendant les premières 5 années, chaque année qu'on intervienne avec un budget de $20 milliards. Avec ce montant-là, on pouvait dire on va allouer $1 milliard ou $2 milliards pour venir en aide aux entreprises. Ça faisait du sens, c'était substantiel. Le Nigeria à côté, parce qu'il ne faut pas qu'on pense que ces gros montants sont réservés aux capitales occidentales simplement. Le Nigeria à côté
a eu sa banque centrale. La Banque centrale du Nigeria a mis sur la table 1,1 milliard de dollars pour venir en aide aux fermiers, c'est-à-dire à ceux qui font le développement de l'agriculture. Il y a 1 million d'agriculteurs et la Banque centrale du Nigeria met à leur disposition 1,1 milliard de dollars pour que chaque personne qui voudrait cultiver puisse tirer sur cette facilité-là, emprunter et aller cultiver avec l'idée que la production qui sera récoltée va être vendue et il utilisera les récoltes, les recettes provenant de la vente donc, de ces récoltes-là pour pouvoir rembourser le prêt. Je souhaiterais que le gouvernement de la RDC, si nous sommes sérieux, qu'on envisage donc une facilité de ce genre-là. Mais on parle aussi de la dépréciation monétaire. Ça fait de cela une semaine que nous voyons la hausse. Mais M. Noël Djani, vous êtes économiste. Quel mécanisme pour faire sortir la RDC de cette situation? Vous savez, on dit souvent que les prophètes ne sont pas souvent suivis chez eux. Comment ça? La dépréciation monétaire, oui, la dépréciation monétaire, beaucoup de Congolais se réveillent aujourd'hui pour constater que le franc congolais est en train de perdre la valeur. Oui. Mais c'est depuis pratiquement 22 ans que j'écris dans le désert pour dire à tout le monde, attention, nous allons maintenant vers une catastrophe. Dès que nous avons lancé le franc congolais le 13 juin 1998, on l'avait lancé au taux de 1 dollar égal à 1,3 francs congolais. La dépréciation a commencé depuis ce temps-là, au moment où la Covid venait frapper la République démocratique du Congo, donc le 1er mars 2020. On était déjà au taux de 1 dollar égal à 1600 francs congolais. Ça veut dire que du début du lancement du franc congolais jusqu'au moment où la Covid donc frappait l'économie de la RDC, la monnaie congolaise avait déjà perdu des valeurs 150 000%. Ce que ça veut dire, c'est que si vous aviez en 1998 150 000 francs, vous les avez mis dans un compte bancaire, vous les aurez tout perdus et le 1er mars 2020, vous n'aurez plus dans votre compte que l'équivalent donc d'un franc congolais. C'est très grave. Mais depuis ce temps-là, les Congolais se réveillent maintenant pour réaliser que la monnaie a commencé à perdre de la valeur à une vitesse accélérée. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 1 dollar égal à 2030 francs congolais. Ça veut dire que pendant cette période-là, depuis le lancement de la monnaie jusqu'à aujourd'hui, notre monnaie a perdu des valeurs littéralement 200 000%. Mais vous, qu'est-ce que vous proposez au gouvernement? Vous êtes économiste et d'ailleurs, quels sont les mécanismes pour arriver, pour que le franc congolais puisse prendre de la valeur? Parce qu'on a perdu cette valeur. Exactement. Avant de dire ce qu'il faut faire, je voudrais dire les causes. Parce que si on ne connaît pas les causes, on ne pourra pas soigner les conséquences. Quelles sont les causes? Les causes, c'est que notre économie ne tourne pas, n'est pas articulée pour subsister au choc. Notamment, nous dépendons de l'exportation des matières premières, en grande partie à l'état brut. Les matières premières congolaises, le cobalt, le cuivre, le diamant, l'or, ainsi de suite, mais à l'état brut, sans transformation dans le pays. Et ces exportations, on les oriente vers où? Vers les marchés tels que la Chine, les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, qui sont frappés de plein fouet par cette crise de la pandémie. Donc, ce que nous devons faire, c'est diversifier déjà les exportations pour ne pas dépendre simplement de l'exportation des matières premières brutes, pour que nous puissions industrialiser l'économie, produire des biens diversifiés, c'est-à-dire des produits finis, des produits semi-finis que nous pouvons vendre au-delà de ces trois marchés principaux. C'est la première des choses. Deuxième élément aussi, c'est que nous importons des biens de consommation, mais les biens d'équipement aussi. Ce que nous devons faire, on a constaté que depuis le début de la crise, les importations ont baissé de 30%. Ce que nous devons faire, c'est diversifier maintenant notre économie de façon à ne pas dépendre des importations qui viennent de ces pays-là, c'est-à-dire les biens de consommation, des biens des équipements. Biens de consommation, comment arriver à diminuer les importations? Nous pouvons développer l'agriculture, l'élevage, la pêche, développer l'industrie agroalimentaire donc dans le pays pour ne pas dépendre des importations extérieures pour notre nourriture. Maintenant, il y a autre chose aussi que nous devons faire. Si on fait déjà ces deux-là, diversifier les exportations, diminuer les importations, nous allons réduire le déficit de la balance commerciale. Maintenant, en ce qui concerne le fonctionnement des opérations courantes de l'État, nous avons une facture salariale qui est très élevée. C'est-à-dire que les frais de fonctionnement des institutions, plus le paiement des salaires de tous les fonctionnaires de l'État, ça totalise 480 milliards de francs congolais par mois. C'est trop. Nous devons réduire donc cela
pour pouvoir nous adapter au niveau aussi des recettes publiques. Ces recettes publiques totalisent 380 milliards de francs congolais par mois. Quand vous parlez de réduire le salaire, là, il y a d'autres qui risquent... Je voudrais expliquer ce que je voudrais entendre par réduire. Je ne dis pas de réduire les salaires de tout le monde. Oui. Parce que la majorité des Congolais, ils sont très mal payés. Je voudrais pour eux qu'on augmente les salaires pour leur permettre de vivre correctement. Ça, c'est la majorité des Congolais. Mais ceux qui sont très bien payés, regardez tout récemment sur les réseaux sociaux, on a publié les salaires de quelques personnes. Une personne qui touche par mois 34 millions de francs congolais, alors que le policier touche ou l'enseignant touche 100 000 francs congolais par mois. Il y a une différence énorme. Réduisons les salaires de ceux qui sont trop bien payés et augmentons les salaires de ceux qui ne sont pas suffisamment payés. C'est la première chose. Mais la deuxième chose aussi, c'est les frais de fonctionnement de certaines institutions. Vous voyez que nous avons des institutions, on doit se poser la question, est-ce qu'elles sont vraiment utiles pour notre pays? Le Sénat aujourd'hui nous sert à quoi? Pas à grand-chose. Parce que les lois peuvent être conçues par l'Assemblée nationale. Les députés nationaux, on n'a pas besoin de sénateurs. Dissolvons le Sénat, on va épargner de l'argent. Deuxième élément, regardons les assemblées provinciales. Est-ce qu'elles nous servent vraiment à quelque chose, sauf à destituer les gouverneurs des provinces donc chaque semaine? Donc, nous devons faire ce diagnostic-là pour réduire certaines de ces institutions, les éliminer, celles qui ne sont pas tellement importantes, de façon à épargner de l'argent et qu'on puisse réduire ce déficit-là pour ne pas faire pression sur la Banque centrale de recourir à la planche à billets de façon à pouvoir avoir des moyens pour résorber ces déficits. Mais M. Noël Tchani, quelles sont les grandes mesures que le gouvernement doit prendre surtout en ce moment pour faciliter les investissements et créer des emplois en court et à long terme? Oui, ça, ce sont des très bonnes préoccupations. Vous savez que notre pays a 85% de la population active au chômage. La priorité du gouvernement doit être de créer des emplois pour ces 85% des gens qui sont au chômage. Et non seulement créer des emplois, mais que ce soit des emplois bien rémunérés pour permettre à chacun de nous qui travaillent de vivre correctement. Alors, par où est-ce qu'on doit commencer? Moi, je vais vous dire que si nous faisons des choses comme on les a faites pendant les 60 dernières années depuis l'indépendance, nous allons échouer comme nous avons échoué jusqu'à présent. Pour changer la donne, je vous propose d'abord une vision de développement. Ce fameux plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, c'est une vision de développement construite avec la main experte. Je veux que soit on l'adopte avec des modifications pour intégrer les commentaires des uns et des autres, mais qu'on ait cette Bible-là qui devienne notre chemin à suivre pour développer la RDC. De cette façon-là, nous n'allons pas faire des choses donc au hasard. Alors maintenant, les mesures à suivre, une fois que nous avons adopté ce plan, je vous dirais, essayons de développer l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire, on va réduire les importations en produisant localement ce qu'on importait donc dans le passé et que nous pouvons cultiver nous-mêmes, parce que de cette façon-là, on va déjà créer des emplois, non pas simplement dans des villes comme Kinshasa, mais dans les milieux ruraux où vivent environ 80% de la population congolaise. C'est la première chose. Deuxième chose maintenant, nous devons regarder la réalité en face. Aucun pays ne se développe sans avoir des ressources humaines de qualité. Nous sommes en train de nous tromper. La qualité de l'enseignement au Congo est nulle. Je connais de ces gens-là qui sortent des universités, qui ne savent ni lire ni écrire. Ce ne sont pas ces gens-là qui vont développer la RDC au profit de tous demain. Investissons massivement dans l'éducation, dans la santé, pour que nous puissions avoir donc des infrastructures donc de qualité et des hommes et des femmes de qualité qui pourront assurer le développement donc du pays dans l'avenir. Et après, faisons ce que j'appelle la politique des grands travaux, c'est-à-dire investissons pour construire donc les routes, les chemins de fer, investissons pour installer l'électricité partout, de l'eau potable partout, construisons de nouveaux aéroports. Ces choses-là absorbent tellement la main-d'œuvre que si nous commençons cette politique des grands travaux, on va créer encore des emplois en grand nombre pour la population congolaise. Mais à ce moment-là, qu'on s'assure que chaque personne qui travaille est payée avec un salaire au moins de $1000 par mois, c'est-à-dire un salaire minimum garanti qui pourra permettre à tout le monde de pouvoir avoir du travail et de vivre correctement. Vraiment, nous allons devoir changer de chapitre pour parler de la COVID-19. Vous savez que c'est depuis le 10 mars qu'on a détecté le premier cas. Monsieur Noël Tchani, quelle analyse faites-vous par rapport à la gestion de cette pandémie? La pandémie, vous savez que c'est une catastrophe, non pas simplement pour la République démocratique du Congo, mais pour le monde entier. Mais différents pays gèrent cette pandémie avec des moyens qu'ils ont. Et nous avons ce que j'appelle des moyens de bord.
Ce que je déplore, c'est le manque de transparence dans la gestion de cette crise ici, parce que j'entends des choses qui sont effroyables. Quand j'entends le ministre, quand j'entends ceux qui sont en charge de l'INRB, l'équipe de la riposte dirigée par le docteur Mouyembe, qui dit qu'ils ont reçu à peine $1 million ou 1,8 million pour faire cette lutte-là, tandis que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba affirme avoir dépensé déjà $10 millions. Il y a une différence énorme entre ceux qui sont supposés être les bénéficiaires et ceux qui donnent. Nous voudrions comprendre exactement pourquoi il y a cette différence-là. Je suis aussi sidéré d'entendre qu'il y a des médecins congolais et des infirmiers qui sont donc nos soldats au combat pour pouvoir combattre la Covid, mais surtout s'occuper de la santé de nos compatriotes, qui disent qu'ils ne sont pas payés depuis 3-4 mois. Il y a en quelque sorte un problème de gestion des ressources. J'ai suivi aussi les allégations qui sont faites au niveau du ministère de la Santé, où le vice-ministre de la Santé accuse le ministre de ne pas gérer les fonds reçus des bailleurs de fonds de façon transparente. Je dirais que basé sur tout ça, je considère que la gestion de la Covid-19 n'a pas été bien faite par notre pays. Mais je suis préoccupé aussi par un autre élément nouveau qui vient de se présenter. Je comprends maintenant qu'on a levé la mesure d'état d'urgence pour permettre à tout un chacun de pouvoir se déplacer donc d'une province donc à l'autre. Je viens d'apprendre que l'INRB a institué un certificat que vous pouvez passer le test en payant $30 pour qu'on vous donne ce certificat afin que vous puissiez donc vous déplacer. Je voudrais une fois de plus demander que le gouvernement assume cette responsabilité. Pourquoi? Parce que les Congolais sont trop pauvres et ils n'ont pas cet argent-là pour payer, pour avoir ce certificat. En le faisant, on va forcer les gens à voyager de façon frauduleuse, sans passer les tests. Et ça va exposer la population congolaise au risque de contamination à grande échelle de la maladie. Vous êtes d'accord avec le président de la République sur la levée de l'état d'urgence? Aujourd'hui, nous voyons, après cette annonce, d'autres Congolais festoyer. Aujourd'hui, dans le transport en commun, c'est déplorable où tout est normal. C'est-à-dire que même le port des masques, ce n'est plus obligatoire. Donc chacun fait ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que le président de la République a lever l'état d'urgence. Est-ce que c'est une bonne chose pour la population congolaise ou bien le gouvernement aurait peut-être pensé d'autres façons? Vous savez, moi j'ai un principe et j'ai même publié un livre qui s'intitule « Aux grands mots, les grands remèdes ». Quand on est devant des grandes difficultés, il faut savoir trouver des solutions, même impopulaires, mais qui permettent au pays de pouvoir avancer. J'ai suivi les scènes de joie qui ont explosé dans des boîtes de nuit, dans des Nganda, dans des... Vous appelez ça comment? Dans des Nganda, dans ces endroits... Dans des shows de la République, c'est oui, presque partout. Parce qu'on a levé les mesures d'état d'urgence. Je voudrais encore une fois de plus paraphraser le président de la République. Il a dit ceci: la levée de la mesure d'état d'urgence ne veut pas dire que la pandémie est terminée. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui confondent ça. On a levé l'état d'urgence vu son impact sur l'économie et pour ne pas restreindre définitivement les libertés individuelles, mais il faut que les mesures barrières continuent d'être d'application, c'est-à-dire ne pas s'attrouper comme ça les uns sur les autres, se laver les mains régulièrement, porter les masques donc en public, ne pas s'embrasser, ne pas se toucher, ainsi de suite. Donc toutes ces mesures, garder la distance d'au moins 1 mètre entre interlocuteurs. Si nous ne faisons pas cela, notre pays s'expose à une catastrophe humanitaire parce que la maladie va s'étendre à grande échelle. Moi, j'aurais même proposé quelque chose de beaucoup plus grave. Et je sais que ce n'est pas très populaire. Mais je voudrais donc dire une chose, c'est que dans des conditions exceptionnelles, il faut trouver des mesures exceptionnelles. Moi, j'aurais proposé que la mesure d'état d'urgence soit maintenue et même de façon... indéfinie au-delà de ce que nous avons fait jusqu'à présent, parce que cette crise, elle est inhabituelle. Mais je voudrais aller plus loin. Je voudrais interdire les manifestations pendant peut-être 1 an, pendant 2 ans. Parce que les manifestations amènent les gens à s'attrouper donc les uns à côté des autres et ça facilite la propagation de cette maladie-là. J'aurais maintenu cette mesure-là et j'aurais pris des mesures aussi exceptionnelles en ce qui concerne les personnes qui vont dans des cultes religieux, mais qui vont dans des bars et consorts. Le nombre doit être limité et cette mesure doit être maintenue pendant très longtemps pour s'assurer qu'on maintienne donc la propagation de la maladie. Monsieur Noël, cette crise due à la pandémie de la Covid-19 a apporté des changements profonds, même dans votre plan Marshall. Quelles sont les innovations que vous avez apportées?
Dans le plan Marshall, au fait, le plan a été totalement révisé. Surprise, nous avions commencé au début avec 8 programmes environ. Nous sommes aujourd'hui aux environs donc des 50 programmes, mais surtout, je voudrais mettre l'accent sur certains secteurs. Les secteurs de la santé et de l'éducation. Ça nous a montré que nous n'avons aucune école de qualité dans notre pays capable de pouvoir faire face à une pandémie de ce genre-là quand on respecte les mesures de distanciation sociale. Je voudrais qu'on puisse repenser la refonte du système éducatif, tant au niveau du primaire, du secondaire et de l'université. Reconstruire les infrastructures pour avoir des infrastructures donc de qualité, c'est la première chose. Deuxième chose, dans le domaine médical. Cette crise nous a montré que nous n'avons pas d'hôpitaux de qualité dans notre pays. Je voudrais qu'on puisse refaire le système de santé de façon à construire de nouveaux hôpitaux, mais de qualité et de standards modernes. Nous sommes 100 millions d'habitants. On doit avoir pour chaque 1 million d'habitants un hôpital. Ça veut dire que nous devons construire environ 100 hôpitaux et mettre en place ce système d'assurance maladie universelle qui permettra à tout un chacun de se faire prendre en charge. Et il y a d'autres variations dans chacun d'autres programmes. Au total, le programme qu'on avait conçu pour 800 milliards de dollars, nous l'avons réévalué aujourd'hui à 1000 milliards de dollars sur 15 ans et je pense que c'est une véritable révolution économique que je prône pour le développement de notre pays. Merci, M. Noachani. Un mot? C'est à moi de vous remercier. Encore une fois de plus, je voudrais souhaiter bonne santé à tous nos compatriotes. Surtout, observez ces mesures barrières. Ne vous laissez pas emporter par le fait que la levée de mesures d'état d'urgence donc, a eu lieu. Je voudrais que chacun continue donc à se protéger et à protéger aussi sa famille, mais également toute la population. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier de m'avoir reçu ici. Et voilà, fin de cet entretien. Je rappelle que nous avons reçu M. Noachani Mwadiam Vita. Il est ancien candidat à la présidentielle de 2018, président de la Force du Changement, économiste et banquier. Avec lui, nous avons parlé de la dépréciation monétaire, dépréciation plutôt des francs congolais face au dollar américain, mais également de la gestion de la COVID-19 en République démocratique du Congo. À vous qui nous avez suivis, je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir.